Bonsoir à tous, ça fait plaisir de voir autant de gens disponibles un soir à 20h presque 30 pour parler de ce sujet très important. On n'a pas énormément de temps pour parler d'un sujet aussi compliqué. On va faire de notre mieux pour évoquer les points importants, on va dire, qu'on a envie que vous reteniez. On va peut-être commencer par un tour de table, juste pour se présenter. Donc, Nathalie Conson, je suis la correspondante handicap auprès des personnels de l'Université de Bordeaux. Donc Virginie Busini, donc je suis enseignante-chercheuse, mais je suis ici ce soir en tant que membre du réseau des ambassadeurs handicap auprès du personnel de l'université. Denis Clanet, donc je travaille au service phase en tant que chargé d'accompagnement spécifique auprès des étudiants et étudiantes de l'université. Bonsoir à toutes et tous, donc Cédric Terré, je suis le directeur de la faculté des STAPS. Bonjour, je suis Anne Moreau, la directrice opérationnelle de l'espace santé étudiant. Donc bonjour, moi je suis Valérie Berga, je suis enseignant-chercheur en psychogérontologie et j'ai intégré récemment le schéma directeur handicap. Merci à tous. Un premier sujet peut-être à aborder avec vous tous, c'était comment vous abordez dans votre rôle la notion de vulnérabilité. Donc, effectivement, la vulnérabilité, en ce qui me concerne, au titre de mes missions, en fait, je la côtoie de par les agents que j'accompagne, hein, qui viennent nous voir, qui sont des personnels qui ont à vivre des situations de santé plus ou moins compliquées, parfois des maladies ou des accidents de la vie, qui, pour certains, peuvent amener à une situation de handicap dans leur environnement professionnel. Et cette situation, parfois, peut amener à des besoins très, très spécifiques et notamment à repenser pour eux l'aménagement de l'espace de travail, de l'organisation du travail, la gestion du temps de travail aussi, ça peut être très important. Donc l'accompagnement seul de l'agent est essentiel, bien entendu, l'accompagnement individuel, mais il n'est pas suffisant en tant que tel, puisqu'il faut aussi que les managers, les collègues soient impliqués, sensibilisés et eux-mêmes parfois accompagnés pour aller justement vers cette équité que l'on recherche. Denis, est-ce que vous voulez compléter ? Donc moi, je vais parler plutôt de vulnérabilité des étudiants et des étudiantes. En fait, j'ai plusieurs casquettes. Hein, donc je suis chargé d'accompagnement spécifique. Et donc là, on va plutôt parler, donc c'est un petit peu comme Nathalie, de la vulnérabilité de nos étudiants à besoins spécifiques, donc que ce soit le handicap, mais également les sportifs de haut niveau, les artistes, voire les salariés qui se retrouvent en situation de vulnérabilité du fait de leurs absences et donc de soucis de cohésion avec les autres étudiants qui sont là quotidiennement. Et donc, ces étudiants se retrouvent facilement mis à l'écart et cela crée des difficultés dans la poursuite de leurs études. Mais également, comme je suis enseignant en langue, donc en français langue étrangère, là je rejoins la table ronde précédente et les différents témoignages, puisque de la même manière, mes étudiants viennent me voir régulièrement parce qu'ils ont des difficultés à interagir avec les étudiants francophones, du fait souvent d'une culture différente. Et donc, pour résumer, tous ces profils-là se retrouvent en vulnérabilité du fait de leur altérité et d'une méconnaissance. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez dire quelques mots sur votre rôle ? Oui, alors par rapport aux vulnérabilités, en tant que directeur de faculté, il y en a une principale, c'est l'exposition en forme de violence, alors que ce soit étudiant ou étudiant personnel, sur 3 lieux. Alors le lieu d'études qui est le plus classique auquel sont confrontés toutes et tous les étudiants, un lieu auquel on pense un petit peu moins, mais qui est un lieu où s'expriment d'autant plus les violences, parce que les étudiants pensent qu'ils sont moins exposés, et à ces formes-là, en tout cas, les victimes sont plus pourvues, sont plus exposées. C'est les lieux de vie nocturne, puisque nos étudiants vivent leur vie d'étudiant et c'est bien normal. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis un troisième point qui est le monde professionnel. Nous, voilà, au STAPS, mais c'est le cas pour d'autres formations, nous avons des étudiants qui sont énormément en situation de stage. Alors le sport, malheureusement, est vraiment un lieu d'exposition à toutes les formes de violence. Et donc il y a un travail là-dessus, à la fois sur les lieux de stage, et puis également en termes de professionnalisation, puisque plus tard dans leur métier, ils auront à traiter toutes ces formes-là. Donc 3 leviers.
premier point, c'est travailler dans un climat de confiance entre les étudiants et puis le personnel pédagogique au sens large, parce que pour déployer les dispositifs, eh bien, il faut qu'il y ait cette confiance et cette parole qui soit facilement libérée, donc avec l'ensemble de la communauté étudiante, avec les associations qui sont parfois le relais entre les étudiants et puis l'équipe pédagogique. Donc ce travail de confiance, de climat, il est vraiment fondamental. Et puis la deuxième chose, par la formation, puisque cette formation en tant que futur acteur du monde professionnel, elle est fondamentale. Je pense qu'elle fait partie de nos missions. Donc, et en même temps, elle participe de la prévention de ces formes de violence à tous les niveaux. Valérie, peut-être ? Oui, peut-être. Alors moi, la vulnérabilité, au travers de mes missions d'enseignement, de recherche, et puis dans le schéma directeur handicap là récemment, mais je la conçois de façon aussi très partagée en fait. On est vulnérable de différentes façons, mais la vulnérabilité, elle est dépendante de facteurs individuels, mais aussi contextuels. On en a eu de nombreuses illustrations dans les talks juste avant. Et moi, dans les facteurs contextuels qui m'intéressent, c'est le rôle de l'entourage proche, qui partagent en fait la vulnérabilité des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, vieillissantes, dépendantes, et qui sont, pour certaines en tout cas, elles-mêmes vulnérables. Et donc, en fait, c'est dans le cadre d'une licence professionnelle qui a évolué vers un DU, qui forme des professionnels à l'accompagnement psychosocial, qu'on a été amené à s'intéresser aux étudiants en situation d'aidance. Et effectivement, alors ça recoupe beaucoup de choses dans la littérature, mais voilà, on s'est intéressé à la notion de vulnérabilité là très récemment, et je vous en parlerai tout à l'heure, mais de ces étudiants en situation d'aidance qui accompagnent au quotidien des proches malades, en situation de handicap, dépendants, plusieurs heures par jour parfois, plusieurs heures par semaine, et qui eux-mêmes en fait ont des problématiques de santé, des problématiques en termes de vie sociale, il y a des conséquences sur leur vie personnelle, et puis évidemment les conséquences, elles se situent aussi au niveau de leur cursus, leur formation et leur insertion professionnelle, et donc c'est tout ça qui nous a amené aussi à nous intéresser à cette question. Donc au-delà du public étudiant, avec toutes les situations d'étudiants à besoins spécifiques qu'on connaît, il y a aussi ces étudiants en situation d'aidance. Voilà. Merci. Donc Cédric, vous avez parlé de quelques dispositifs que vous aviez en place. Peut-être Valérie, vous pouvez continuer sur les dispositifs qu'il y a chez vous. Voilà. En fait, je poursuis. On a effectivement pris l'initiative, donc à l'issue de l'enquête qu'on a menée avec ces étudiants de la licence professionnelle, et avec le soutien de la Mutuelle Générale qui est très impliquée dans les actions d'aide aux aidants, on a développé un guide à destination des étudiants en situation d'aidance, pour en fait comme une porte d'entrée pour informer puis pour sensibiliser la communauté au sens large, les personnels de l'université, mais aussi les étudiants au sens large, et évidemment les étudiants directement concernés, de façon à pouvoir à la fois sensibiliser à cette question, parce que il faut savoir quand même que ces situations d'aidance, elles concernent un étudiant sur 6. Donc c'est énorme, c'est évidemment un étudiant sur 6, c'est 9000 étudiants quand même à l'université de Bordeaux. Tous les étudiants en situation d'aidance n'ont pas besoin d'aide, mais voilà. Donc à défaut d'avoir un accompagnement spécifique, on a élaboré ce guide pour pouvoir informer le plus grand nombre sur ces situations, et puis répertorier un certain nombre de ressources qui existent au sein de l'université, bien sûr, avec différents services, santé, sociaux, etc., et puis sur le territoire bordelais, parce que en fait les situations d'aidance, elles dépassent évidemment les situations de formation et d'insertion professionnelle. Donc voilà, ce guide, il a cet objectif-là de sensibiliser le plus grand nombre et puis d'apporter des solutions concrètes ou des ressources à ces étudiants. Merci. Anne, vous pouvez nous parler des dispositifs que vous avez mis en place, que vous avez participé à mettre en place ? Alors sur les dispositifs qu'on met en place au niveau de l'espace santé étudiant, ils sont triples. En fait, il y a quand même un premier point qui est celui du recours aux soins, c'est-à-dire permettre aux personnes vulnérables d'accéder aux soins. Et quand on parle de personnes vulnérables, pour nous, ça peut être à plusieurs niveaux. Ça peut être effectivement la question de la limite liée à la langue, mais aussi par rapport à la souffrance psychique ou tout simplement l'instabilité qu'on peut connaître quand on arrive et qu'on est étudiant en première année, qu'on est pour la première fois décohabitant. Donc en fait, on met des choses en place pour à la fois percevoir les critères de vulnérabilité et renforcer surtout les capacités et les forces qu'ont les étudiants pour rebondir par rapport à cette prise en charge. Ensuite, il y a tous les aspects prévention et promotion de la santé que vous connaissez,
sur lesquels on essaie d'être le plus large possible et de pouvoir répondre à l'ensemble des besoins des populations vulnérables. Et enfin, les premiers secours en santé mentale, qui sont un dispositif qui a été mis en œuvre depuis plusieurs années. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 étudiants formés aux premiers secours en santé mentale. Et on l'a développé également auprès des personnels. Il y a 200 personnels aujourd'hui qui sont formés aux premiers secours en santé mentale. Pourquoi ? Parce que le handicap psychique touche de plus en plus d'étudiants, mais au-delà de ça, la souffrance psychique touche de plus en plus d'étudiants et ça amène à des situations d'isolement qui vont renforcer en fait les facteurs de déstabilisation de l'étudiant et qui vont l'amener parfois à abandonner ses études. Donc ça, c'est tout un travail à la fois de non-discrimination qu'on développe avec ces étudiants pour mieux comprendre les pathologies psychiques, mais aussi pour mieux comprendre comment réagir face à la détresse que peuvent évoquer certains étudiants et comment on peut porter secours entre pairs ou même entre professionnels, sachant que beaucoup de professionnels se forment et on invite largement tous les professionnels à venir se former pour pouvoir appuyer les étudiants qui viennent parfois leur demander de l'aide. Comment on répond à cette aide, comment on adapte la réponse. Et ça, c'est vrai pour tous les étudiants, parce que clairement, la vulnérabilité psychique, elle touche toutes les couches de la population, et particulièrement les étudiants, et quelle que soit leur origine ou quel que soit leur statut. Et c'est certainement le renforcement de l'appui par les pairs qui va changer la donne. En tout cas, nous, on le voit tous les jours. Tout ça pour dire aussi que les étudiants rebondissent rapidement, et que par rapport à des situations de vulnérabilité dans la population générale, ce qui est sûr, c'est que les étudiants ont une capacité de résilience, je ne sais pas si on appelle résilience en fonction de ce que diront les chercheurs, mais en tout cas de rebondir, qui est quand même assez exceptionnel. Et donc c'est le bon moment pour les aider. En tout cas, c'est quelque chose qu'on essaie de renforcer avec l'ensemble de l'équipe de l'espace santé étudiant. Merci beaucoup, Anne. Cédric, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou vous avez tout ce que vous voulez dire sur le dispositif ? Sur les dispositifs ? Non, il y a un dispositif qui, moi en tant que directeur, malheureusement, je suis amené à devoir l'utiliser, en tout cas à le conseiller, mais en tout cas c'est un outil pour des équipes de direction pédagogique qui est bien utile, c'est la cellule de veille, d'écoute et de signalement, qui, on parlait sur les formes de vulnérabilité, est un bel outil pour orienter les étudiants qui, dès lors qu'ils acceptent de parler, d'évoquer les situations problématiques auxquelles ils sont confrontés, déjà à la fois nous décharge quelque part de quelque chose qui n'est pas notre métier, qui ne relève pas de notre compétence. Donc ça nous permet finalement de conseiller les étudiantes et les étudiants d'aller vers la cellule et d'être orientés et pris en charge par des professionnels. Et sur deux leviers, finalement, soit sur des situations qui peuvent relever d'aspects juridiques, de protection aussi des individus, et puis on parlait des vulnérabilités. Moi, il y en a deux auxquelles je pense particulièrement. La première, c'est la perte de confiance en soi, c'est-à-dire que des étudiants qui seraient en difficulté, par exemple, sur un lieu de stage, et qui en fait ont été exposés à des formes de harcèlement, quel qu'il soit, ou des formes de maltraitance, ont besoin d'un accompagnement pour reprendre confiance en eux, parce qu'ils vivent ça finalement comme je n'ai pas le niveau, je n'ai pas la compétence, et au-delà des aspects juridiques, c'est vraiment important de pouvoir les orienter vers là pour qu'ils soient accompagnés. Ils ont des très bons retours. Et puis la deuxième chose, c'est la protection, et puis l'accompagnement psychologique aussi par rapport aux violences auxquelles ils ont pu être exposés. Donc voilà, pour ça, il faut vraiment que la parole aussi puisse se libérer vis-à-vis des étudiants. Et c'est pour ça que c'est important de travailler sur ce climat de confiance et qu'ils aient connaissance du dispositif. Mais pour, on va dire, les équipes pédagogiques au sens large, c'est important que nous ayons tous connaissance pour pouvoir conseiller et orienter. Voilà. Merci beaucoup. Je ne vais pas être très originale. Denis, une question ? Oui, donc je vais compléter ce qui a été dit par mes collègues jusqu'à maintenant, puisqu'en effet, donc la cellule veille, nous y avons recours régulièrement, puisque de plus en plus d'étudiants et étudiantes se sentent du coup en confiance pour enfin témoigner de ce qu'ils subissent. Donc ça, c'est la première chose. Bon, l'espace santé, je reviendrai pas dessus puisque Anne en a beaucoup parlé, mais justement, donc pour les vulnérabilités, donc les situations aussi très critiques, puisque au CSA, nous accueillons des étudiants et des étudiantes qui sont en grande difficulté, souvent, bien sûr, psychique. Et là, nous avons heureusement un dispositif qui nous permet une prise en charge très
très rapide. Ensuite, nous travaillons bien sûr avec des partenaires, hein, donc ça c'est important. L'espace santé, hein, il n'y a pas non plus 500 psychologues qui sont prêts. Hein, on aimerait, mais c'est pas le cas et on le comprend. Et donc, nous travaillons entre autres avec Charles Perrins et également des professionnels de la santé mentale, psychologues, neuropsy, psychiatres, qui sont en libéral. Ensuite, ce que je veux dire au niveau des dispositifs, là, c'est vraiment typique au service phase. Nous avons, au cours des années précédentes, mis en place, et là, ce sont des dispositifs purement humains, des référents et des correspondants au sein des différentes formations pour faciliter également donc la communication sur ce qui existe, sur notre service. Il y a encore beaucoup de gens, hélas, trop, qui ne connaissent pas l'ensemble des services qui leur sont proposés à l'université et qui pourraient les aider. Donc ces correspondants et correspondantes qui sont des enseignants-chercheurs, hein, donc qui permettent comme ça de bien faire le lien avec les équipes, mais également avec les étudiants. Tout à l'heure, le président a évoqué donc le fait que nous accompagnions 1200 étudiants en situation de handicap l'an dernier, mais tout public confondu, nous avoisinons aujourd'hui les 2000 étudiants. Et ces différents dispositifs permettent justement à ces étudiants de venir vers nous, de pouvoir s'assurer d'avoir une bonne, une bonne scolarité. Un dernier dispositif, donc là, c'est pas vraiment sur la vulnérabilité, mais ça rejoint ce que tu disais, Cédric, sur la perte de confiance. C'est le fait de pouvoir permettre donc à notre public en situation de handicap d'aller au bout de leur projet, par exemple, d'assurer une thèse. Hein, donc je suis référent de la campagne doctorale Fléché Handicap pour l'Université de Bordeaux. Et donc, d'année en année, nous avons de plus en plus de personnes qui candidatent. Et je le vois bien, lorsque ces personnes arrivent en M1 ou en M2, donc c'est pour ce que disait Cédric, perte de confiance du fait de leur altérité, n'osent pas aller au bout de leur projet. Et lorsqu'on leur présente, donc j'appelle ça un dispositif, même si c'est autre chose, hein, mais ça en fait partie, là d'un seul coup, ils se re-questionnent sur leurs envies, sur leurs compétences, et nous avons de très belles réussites sur ces dernières années. Voilà. Merci. Peut-être d'abord Nathalie, pour pimenter un peu les choses. Merci. Donc, en ce qui concerne les personnels, nous avons une équipe pluridisciplinaire qui est là en charge de l'accompagnement très spécifique de ces personnels. Donc, bien évidemment, le service santé au travail qui est composé de médecins du travail, d'une psychologue du travail, d'une préventrice, également des assistantes sociales qui sont des référentes handicap, moi, au titre de mes missions. Donc, nous œuvrons ensemble et de manière très concertée à accompagner ces agents toujours vers le maintien dans l'emploi, puisque l'objectif premier, c'est bien le maintien dans l'emploi, bien entendu dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, c'est sur le volet plutôt professionnel de l'accompagnement. Et à côté donc de ces professionnels, nous avons mis en place notre fameux réseau des ambassadrices et ambassadeurs handicap auprès des personnels à l'université. Donc je vais laisser Virginie, qui représente aussi le réseau, vous en parler. Donc on est actuellement 34 parce qu'on s'est agrandi là cette année. Donc l'objectif en fait du réseau, c'est vraiment d'avoir un rôle de relais. Donc on est dispersé sur les différents sites de l'université, donc que ce soit sur des fonctions administratives ou même dans des unités de recherche ou des unités d'enseignement, avec des profils très très différents de personnes soit en situation de handicap elles-mêmes, soit de personnes qui sont touchées personnellement par le handicap. Et donc l'objectif, c'est d'être un relais pour des personnes qui voudraient faire peut-être, qui se posent des questions sur ce qu'elles pourraient faire reconnaître ou pas par rapport à leur handicap. Et donc nous, on est là pour les écouter, pour les orienter vers les services adéquats, donc vers Nathalie notamment, parce que souvent c'est vrai que ces personnes peuvent être un petit peu perdues et pas savoir ce qu'elles peuvent faire. Et alors, on ne pousse pas tous les jours notre porte, clairement. Et l'autre rôle que je vois également, c'est d'afficher ce réseau pour montrer qu'à l'université, en fait, on est tous concernés par le handicap.
Et donc on intervient du coup sur des actions en plus auprès de la communauté pour sensibiliser au handicap et comme l'avait dit Nathalie aussi, pour sensibiliser au fait qu'on peut faire des adaptations personnelles, individuelles, mais que c'est l'affaire de tous et que l'environnement aussi il est important pour que la personne se sente bien, qu'elle puisse rester dans l'emploi et je pense qu'on et faire que l'université soit vraiment inclusive et que tous on participe à cette action. Donc ça au moins ça visibilise en fait l'action de l'université sur ce point-là. Et on a tous bien identifié, j'espère. Donc voilà. Merci beaucoup. Je vais récupérer toute une danse de micro. Donc c'est un sujet très important. On a déjà exploré beaucoup d'options, beaucoup de dispositifs qui sont en place. On n'a pas beaucoup de temps pour parler de tout ce qui reste, mais il y a encore des choses dont on aimerait parler. Et notamment, donc on a vu tous ces dispositifs. Une question que je me pose, c'est quelles sont actuellement les difficultés principales pour se faire accompagner ou pour être accompagné. Enfin, qu'est-ce qui, selon vous, est actuellement un angle mort de nos dispositifs ou des choses sur lesquelles on pourrait s'améliorer, peut-être, Anne, d'abord. Merci. En fait, pour nous, en tout cas, à l'espace santé étudiant, c'est nous faire connaître. En fait, il y a beaucoup d'étudiants, et particulièrement ceux peut-être qui auraient besoin de nous, qui méconnaissent nos services. C'est pas faute d'essayer de communiquer tous les ans et d'être présent à des temps forts. Mais c'est vrai que, en tout cas, on a un vrai enjeu, nous, à être entendus par les personnes qui ont besoin de nous, mais aussi parce que souvent, ce sont des personnes qui ont peu de temps, ou qui, pour des raisons, en fait, n'ont pas la capacité de pouvoir se rendre sur les lieux qu'on propose. Donc, on est en plein de réflexion et j'ai vraiment apprécié l'intervention des associations d'étudiants internationaux et je pense qu'on se rapprochera aussi de vous suite à cet échange pour essayer de comprendre, je sais pas, les leviers, notamment par rapport aux étudiants internationaux, mais pas que. Il y a aussi d'autres groupes qui, selon nous, en fait, ne sollicitent pas toujours nos services ou ignorent le fait qu'on accepte tout étudiant, quel que soit bien sûr et son origine, son statut social, sa capacité économique. On est un centre de santé qui accueille des personnes avec une équipe pluridisciplinaire et qui fait que, en fait, toute personne, même sans papier, même sans carte vitale, même sans argent, sera pris en charge à l'espace santé étudiant. Et je pense que tous les étudiants n'en sont pas conscients. Donc je dirais que nous, notre enjeu, c'est vraiment un enjeu de communication et qu'on soit identifié. Et par ailleurs, sur les PSSM, je vous invite aussi à largement communiquer autour de ce dispositif. Au même titre que la cellule de veille, je me suis pas étendue dessus. Nous, on arrive plutôt en seconde ligne par rapport à la cellule de veille. Mais c'est clair que c'est un outil qui, nous aussi, nous aide à réfléchir nos pratiques, à travailler aussi comment accompagner les étudiants. On peut être, nous aussi, un alerteur. En tout cas, je pense que c'est toute une communauté qui doit être en éveil par rapport à ce sujet, parce que c'est ensemble qu'on peut avancer. Je le dis aussi parce que tous les services qui sont là, en fait, c'est grâce à l'effort collectif qu'on arrive petit à petit à grignoter sur la discrimination et à travailler sur l'éclairage du libre arbitre des étudiants qui sont à la fois en capacité de déclarer les harcèlements ou les discriminations dont ils sont les victimes, mais aussi de permettre aussi à des étudiants qui le sont sans le savoir ou à d'autres personnes qui le sont sans le savoir, de travailler sur leurs pratiques et de changer d'attitude. Et des fois, en fait, il suffit que de ça pour que les choses s'améliorent. À nouveau, parce que la santé mentale, elle est impactée pour tous, et quand on est discriminant, on l'est aussi. Je sais pas si vous voulez parler. Oui, en fait, ça va aller exactement dans le même sens. Je pense que quand on est soi-même en situation de vulnérabilité et concernant les proches aidants, c'est exactement la même chose. La problématique, c'est déjà de savoir si on se reconnaît comme aidant. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y a une étudiante qui est venue me voir pour savoir si elle était vraiment aidante. En fait, elle accompagne son père, qui est atteint de pathologie psychiatrique. Elle m'a autorisée à parler d'elle. Elle accompagne ses 2 grands-mères également, qui sont dépendantes et dont une va aménager avec elle là prochainement parce qu'elle peut plus vivre seule. Et elle fait 30 km par jour, 2 fois par semaine, et elle travaille pour pouvoir subvenir à ses besoins. Voilà. Et ce qu'elle demandait, c'est est-ce que je suis vraiment aidante? Je me reconnais comme aidante ou pas? Là, vraiment. Donc, c'était sa première question. Et sa deuxième question, c'est est-ce que j'ai des droits en tant qu'aidante? Et oui, il y a un certain nombre de droits qui existent. Et il y a des droits qui existent pour les étudiants aidants, donc notamment la revalorisation des bourses. Il y a un droit à l'aménagement des études aussi. Donc, voilà, je pense que les freins principaux, ils sont là, c'est-à-dire la méconnaissance de son propre statut, d'abord, son propre rôle, et puis la méconnaissance des droits que l'on a. Et ça, c'est une vraie problématique, donc je pense qu'on a intérêt à
effectivement développer ces actions-là de sensibilisation à minima. Merci beaucoup. Merci. Nathalie, est-ce que vous voulez... Alors moi je parlerai de défis en fait. Au-delà de l'accompagnement individuel que l'on sait faire aujourd'hui, hein, on a des organisations en place, on a des professionnels pour ça. Je souhaite raisonnablement penser qu'on arrive à mettre en confiance les agents aujourd'hui pour qu'ils viennent vers nous. Je pense que le défi, il est aujourd'hui plutôt de continuer à fédérer, à sensibiliser, à communiquer auprès de tous en fait, pour que tous participent à rendre vraiment nos organisations de travail plus inclusives. Il faut qu'on aille peut-être vers un petit peu plus de flexibilité dans le cadre de nos organisations, de nos activités, pour permettre à chacun et à chacune de trouver sa place avec ses conditions de santé particulières. Donc voilà, je pense qu'on a encore un petit travail à mener de communication pour aller plus loin dans l'adaptation hein, de nos environnements, que ce soit les environnements immobiliers. On a fait beaucoup de choses déjà, il y a beaucoup de choses en place, mais aussi l'environnement numérique, on en parle aussi beaucoup aujourd'hui, et puis toutes ces modalités de travail. Le télétravail notamment est une modalité de travail qui rend le travail plus accessible aux personnes en situation de handicap, dans certaines situations. Nous avons aujourd'hui des agents à l'université qui sont en télétravail exclusif et qui leur permet justement de continuer à travailler. Sans ce télétravail exclusif, ils ne pourraient pas travailler. Donc, je pense que effectivement, on a tous intérêt à réfléchir, à faire évoluer vraiment nos organisations, nos modalités de travail. Tout simplement pourquoi ? Parce que, je vous le rappelle, 80% des handicaps sont invisibles. Une personne sur deux sera de toute façon touchée par une situation de handicap avant la fin de sa carrière. Et on le sait, les carrières elles sont de plus en plus longues. Donc nous allons être beaucoup à devoir subir ces situations. Donc autant essayer dès maintenant de gommer, si possible, ces situations de handicap qui, je vous le rappelle, sont vraiment en regard de l'environnement dans lequel on est. Voilà, donc merci. Un grand défi. Merci beaucoup. On doit conclure malheureusement. Virginie, peut-être quelques mots pour... moi, je rejoindrai Nathalie. Je pense que le défi, c'est vraiment de communiquer sur le sujet parce que notre université, elle est à l'image de la société. C'est-à-dire que quand on parle du handicap, tout le monde trouve que c'est un sujet d'intérêt, qui doit être pris en compte par tout le monde. Et quand dans une équipe, on est confronté, vraiment, réellement, à l'accueil de quelqu'un qui peut avoir des difficultés, on se rend compte que ça peut être difficile aussi pour l'environnement et qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, sur la communication, sachant que souvent les adaptations qui peuvent être pour une personne en particulier sont aussi bénéfiques pour l'ensemble de la communauté. Donc je pense que voilà, c'est là-dessus qu'il y a sûrement encore un petit peu de travail. Merci. Peut-être Denis, juste quelques mots que vous voulez que le public retienne avant qu'on conclue. Je vais essayer d'être concis. 2 phrases. Donc pour conclure, donc ça rejoint aussi les défis, mais des notes positives. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est lutter évidemment contre les représentations. Donc ça, c'est la partie défi. Mettre en place donc tout un dispositif d'acculturation aussi pour arriver à éteindre les mauvaises pratiques et mettre en place donc toutes les bonnes pratiques qui sont aujourd'hui promulguées, que ce soit par les chercheurs, par les différentes politiques qui sont menées par notre gouvernance. Donc voilà, ce sont des choses positives quand même. Il y a des éléments qui se mettent en place. On voit que des mentalités bougent de plus en plus. Après, cela prend du temps. Je vous renverrai un peu aux études sociales sur justement tout ce qui est lié au changement. Donc il faut être patient, il ne faut pas lâcher. Et surtout, donc, évidemment, l'inclusivité, donc, c'est l'affaire de tous. Et surtout, penser à, justement, demander leur avis aux personnes concernées. Donc ça, sinon, on part sur des dérives, des biais, et on n'arrivera pas à avancer vers ce quoi on souhaite aller. Merci beaucoup. Cédric, même avec quelques mots que vous souhaitez que le public retienne sur... Oui, alors sur les défis, puis finalement, ce sur quoi il faudrait que nous allions vers le mieux. Premier point, ça a déjà été dit, c'est la communication, mais la communication à 2 niveaux. Alors le premier point, c'est sur la question des vulnérabilités. Lorsqu'un étudiant vient nous voir pour
déclarer un problème, ben, on est content parce que ce climat de confiance, enfin, on est content, pas de façon de parler, le climat de confiance est installé, mais en même temps, on se rend compte que malgré toute la communication institutionnelle qui est faite sur la cellule, ben, ils n'ont pas connaissance de cette cellule alors qu'elle apparaît en première page sur le NT. Donc ça veut dire que c'est à nous, à l'échelle des facultés, de mieux communiquer de manière orale et régulière vis-à-vis de nos étudiants, puisque la communication institutionnelle existe. Deuxième point, c'est la communication sur le fait que les auteurs de violences, ils se sentent protégés à l'extérieur de l'université. À l'intérieur de l'université, elles sont beaucoup plus rares, enfin, je pense. Par contre, dès qu'on est en soirée, sur lieu de stage, dans le milieu professionnel, là, ils se sentent finalement exclus de tout danger. Et donc, c'est aussi communiquer sur le fait que les violences et puis la vulnérabilité, on y est exposé également à l'extérieur de l'université, alors que ça relève également du cadre universitaire. Et donc là, c'est important de communiquer là-dessus. Et puis le troisième défi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est former. Parce qu'en formant à l'université, ça fait partie aussi de nos missions, on forme de futurs professionnels. En formant, on fait de la prévention. Et ça, c'est important d'insister dessus. Là, sur le STAPS, on a essayé d'innover avec la nouvelle accréditation. On a créé une UE qui s'appelle Corps, Sport et Société en 3e année, avec un grand oral à l'issue de cette UE qui forme, on va dire, aux transitions au sens large, donc qui aborde notamment la question des vulnérabilités, des formes de discrimination, de violence, avec des interventions d'acteurs, partant du principe que nous formons de futurs professionnels du champ du sport, qui est particulièrement exposé à ces problématiques-là. Donc ça relève aussi de nos missions. Et ça, c'est important qu'on continue d'insister là-dessus et qu'on mette même un petit peu plus de volume et de professionnalisme là-dessus, au-delà d'un simple saupoudrage parfois. Voilà, donc là, c'est, on va dire, nos leviers d'amélioration. Merci beaucoup.